Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai un immense honneur de vous présenter la biographie des grands monsieur. C'est celle de Nelson Mandela, ou son nom complet, Nelson Rolihlahla Mandela. Il faut préciser que son prénom de naissance est Rolihlahla. Nelson est le prénom anglais que son institutrice lui donne lors de son premier jour d'école à l'âge de 7 ans dans un établissement méthodiste, car c'est une pratique courante à cette époque en Afrique de donner aux enfants un autre prénom que celui donné par les parents. Le surnom Madiba est en réalité le nom de ses ancêtres issus de l'ethnie Xaso appartenant à une famille royale. Nelson Rolihlahla Mandela dit Madiba est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, petit village situé à l'est de la province du Cap-Oriental en Union d'Afrique du Sud, l'actuelle République d'Afrique du Sud. Sa mère, Nosekeni Fanny, issue du clan Mpemvu Xhosa, et son père, Gadla Henri Mfakaniswa, lui issu du clan Tempu Xhosa et chef du village de Mvezo. Très tôt orphelin de père et adopté de manière informelle par un oncle roi, le petit Rolihlahla grandit dans une situation plutôt favorable, mais sans pour autant être insensible à la situation de ses compatriotes. Et plus, tout jeune, il est confronté à des injustices faites par les colons qui chassent son père de son village car il ne veut pas se soumettre et doit aller s'installer avec sa famille à Kounou. Ces mêmes colons qui méprisent et humilient sa communauté après avoir créé l'Union d'Afrique du Sud en 1910 chassent les chefs de tribu. Donc très tôt, il se dit que ce n'est pas normal que ça se passe ainsi. De là, il commence à se rebeller et se forger un mental très solide. Il est conscient et fier de son ascendance royale et de son peuple, duquel il aime à dire que c'est un peuple de héros. Par contre, devant la violence de l'administration coloniale, il refuse de céder à la violence à l'époque en pratiquant l'Ubuntu, ce qui veut dire la fraternité humaine. Et il pratique également régulièrement la boxe pour canaliser et maîtriser ses frustrations afin de ne pas céder aux provocations de la police de cette administration. Il poursuit ses études plus tard dans des écoles chrétiennes telles que Clackberry et Hilltown. Il entre en droit à l'université Fordham, université créée dans la ville d'Alice pour les non-blancs, la seule acceptant les étudiants noirs, puis se faire exclure pour avoir réclamé de meilleures conditions de vie pour ses camarades. Il y rencontre également un des personnages clés de sa vie, Oliver Tambo. Dans le même temps, il profite pour quitter la ville pour échapper à un mariage arrangé par la famille royale pour aller vivre à Johannesburg. Au début, il y travaille dans une mine, les Clough Mine, comme veilleur de nuit. Il s'inscrit à l'université Witwatersrand, université entre-temps déségrégée, et accueille en nombre limité quelques étudiants noirs, et en sort diplômé en 1942. Il y fait des rencontres déterminantes, tant au point de vue personnel, professionnel, du militantisme que politique, comme Walter Sisulu, métis et homme d'affaires, qui deviendra son ami et mentor, qui le présente à un ami, avocat juif. Ce dernier lui fait travailler comme stagiaire dans son cabinet d'avocat. Dans cette ville, il rencontre de nouveau Oliver Tambo, futur président de l'ANC.
les congrès national africains, partis et mouvements politiques, avec lequel il crée les premiers cabinets d'avocats noirs du pays. Il crée également en 1944 avec Oliver et Walter la Ligue de la jeunesse de l'ANC afin de donner une autre dynamique à ce parti politique. Au fil du temps et des rencontres, il se politise et se donne comme mission la libération et l'émancipation des populations noires, puis la lutte contre la ségrégation raciale, l'apartheid, qui entre en vigueur en 1948, qui dégrade encore la situation déjà précaire et inhumaine des Noirs en Afrique du Sud, par la mise en place des interdictions et expropriations à outrance des Noirs, en chassant les chefs de tribus, en construisant des ghettos, townships, pour les parquer tout en les interdisant de fréquenter des lieux destinés aux colons. C'est une véritable razzia qui a pour but de les appauvrir, de les anéantir. Cette politique est soutenue par les pays impérialistes, néocolonialistes, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, etc. Toutes ces injustices vont radicaliser la position de Nelson Mandela et celle de ses compères en prenant la tête de l'ANC, délaissant ainsi l'Ubuntu ou la doctrine de la non-violence. Ainsi, ils exigent des droits pour les Noirs à tous les niveaux, civils, politiques et sociaux, un meilleur traitement pour eux. Face à la sourde d'oreille des colons, ils prônent la désobéissance civile en incitant la population à se soulever contre les lois de l'apartheid. Sous sa houlette, l'ANC entame des campagnes populaires contre ces lois. Cela s'intensifie avec des actions coup de poing menées dans tout le pays par les dirigeants et militants. Nelson Mandela s'illustre par ses actions en tant que fin stratège et le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, ce qui l'amène en prison pour la première fois en 1952 pendant 9 mois. Puis il retrouve une liberté partielle. En dépit de ses revendications justes, l'administration coloniale continue de les ignorer et pire encore en persécutant les militaires, les militants et membres de l'ANC. Les colons détruisent même le quartier où se situe le local du parti, ainsi privant les membres d'un endroit où se réunir. Devant un refus catégorique des colons et des injustices de plus en plus révoltantes, le mouvement s'intensifie. La police massacre un grand nombre de manifestants noirs revendiquant leurs droits à Sharpeville en 1960. Suite à cela, l'ANC est interdit, considérant comme un parti terroriste, poussant Nelson Mandela et les autres membres du parti à former une organisation militaire, Umkhonto we Sizwe, qui signifie lance de la nation. Ainsi, il débute une lutte armée pour se défendre et se faire entendre contre une administration coloniale sanguinaire, raciste, et tout en instaurant des campagnes de sabotage pour forcer les colons à revenir sur les lois discriminantes et ségrégationnistes, arrêter les répressions sanglantes systématiques et la chasse à l'homme. Cette organisation a également pour but de détruire les lieux symbolisant cet apartheid. Pendant ce temps, Nelson Mandela fait en sorte qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines et il met un point d'honneur sur la formation politique des membres. En 1962, il entreprend une tournée continentale en Tanzanie, au Ghana, au Nigeria, en Guinée, au Sénégal, au Mali, au Libéria, organisée en partie par Julius Nyerere, président tanzanien, afin de rencontrer des leaders anticolonialistes et par la même occasion de rallier plus de gens à sa lutte. C'est à son retour en Afrique du Sud que Mandela se fait arrêter et condamné à 5 ans de prison pour déplacement illégal,
puis libéré, puis arrêté de nouveau en 1963 et condamné à la prison à perpétuité en 1964, après un semblant de procès avec d'autres leaders du parti pour menaces contre la sûreté de l'État, échappant ainsi à la peine de mort en vigueur à l'époque dans le pays, grâce à la pression internationale. Lors de sa condamnation, il déclare « J'ai toujours combattu le racisme. Je le combats aujourd'hui. Je le combattrai jusqu'à mon dernier souffle. » Il passera au total 27 ans en prison, dont 18 dans l'une des prisons les plus dures au monde, située sur l'île de Robben Island. Pendant son incarcération, il effectue des travaux forcés dans une carrière de chaux. Il subit des humiliations, des châtiments. Il est considéré comme un moins que rien. Mais c'est sans compter sur sa solidité mentale, psychologique, sa détermination de mener jusqu'au bout, sa lutte contre le racisme, la discrimination, la ségrégation raciale et les injustices. En prison, il devient de plus en plus populaire, un symbole contre l'apartheid dans le monde entier. Il y décline toute compromission faite par les colons. Il tient à son honneur et à sa lutte. Pendant ce temps, l'ANC, un temps silencieux, reprend du service pour continuer la lutte, poussée par la communauté noire, soif de liberté. Parallèlement, l'administration coloniale, mise sous pression par une partie de la communauté internationale, entame une série de pourparlers avec lui, qui aboutit à une libération relative en 1988, pour être libéré totalement en 1990, et son parti ANC est enlevé de la liste des partis terroristes. Entre-temps, il aura passé 27 ans et 190 jours en prison. Après, tout s'enchaîne. Un an plus tard, il devient président de l'ANC, reçoit en 1993 le prix Nobel de la paix. Nelson Rolihlahla Mandela devient président en 1994 à la suite des élections multiraciales et pluralistes remportées très largement par son parti, et devient ainsi le premier président noir de l'Afrique du Sud, et à ce titre, il est reçu dans le monde entier par d'autres dirigeants. Pendant sa présidence, il entame de grandes réformes pour endiguer les inégalités entre noirs et blancs et les injustices. Renoue avec sa notion d'Ubuntu qui lui permet de pardonner ses injustices subies et engage des campagnes de réconciliation nationale afin de souder la nation. Il ne fait qu'un mandat de 5 ans et quitte en même temps la présidence de l'ANC. Il incarne ainsi le symbole de la tolérance, de la réconciliation, de la lutte contre la ségrégation raciale, contre le racisme, les injustices de toutes sortes, écouté, respecté dans le monde entier. Ce symbole, cet homme exemplaire, s'éteint en 2013 à l'âge de 95 ans. Mais ses idées restent et demeurent pour toujours. Paix à son âme. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Merci encore.